des ensembles de textes qui sont bruités, c'est-à-dire avec beaucoup de mots qui veulent rien dire. Et tout ça en faisant de la fouille sémantique de ces données. Alors, on verra qu'il y a une petite question qui se posera à la fin, qui sera liée à la première. Bon, le but principal, c'est déjà de faire ce que je viens de dire. Là, vous avez une première image. Est-ce que ça peut ressembler éventuellement à un IRM fonctionnel cérébral? Quelque part, on voit bien une forme qui se dessine, mais en réalité, non, c'est juste un réseau de termes partagés. Il y a environ 520 000 termes qui sont partagés entre 88 000 messages pour 400 utilisateurs environ. Et là, on voit dans le réseau, on voit seulement apparaître les 1500 termes les plus communs. C'est un corpus qui est issu d'un projet européen qui s'appelle SMS for Science. Et ici, on est quand même sur du small data, puisqu'on est quand même que 100 000 items, mais on peut, vous voyez, juste sur ce graphe, on monte déjà à 520 000 juste sur des données intermédiaires. Donc on peut assez vite parler de big data dès qu'on travaille sur des algorithmes graphiques. Les différents drapeaux des pays qui sont appliqués dans ce projet. Ici, le corpus sur lequel on travaille, c'est le corpus français qui a été récolté sur 3 mois, principalement par l'Université de Montpellier. Alors, les faits, sur ces données, on a simplement des émetteurs de messages et des messages, et dans ces messages, il y a des mots. Et on voudrait savoir, en fait, on n'a jamais de destinataire dans les données, on ne voit absolument pas à qui sont envoyés les messages. Simplement, donc on n'a pas de données relationnelles entre utilisateurs, émetteurs, récepteurs. On a simplement l'émetteur et on voudrait savoir qui écrit à qui et qu'est-ce qui intéresse les gens dans ce qu'ils échangent en termes de communication. Donc pour ça, on va s'appuyer sur des similarités lexicales, d'abord pour obtenir des relations implicites et non pas explicites, puisque je viens de le dire, on n'a pas de relations explicites dans les données. On va essayer justement de les recréer et on va utiliser des standards de la fouille de texte comme TF-IDF, les indices de Jacquard et plus spécifiquement BM25, qui est l'état de l'art de ces deux, donc l'équation la plus avancée de ces deux modèles, des modèles standards, quoi. Donc on va pouvoir trier les messages par mots-clés, trier les mots dans un message en fonction de leur importance lexicale et trier les messages similaires à un message M et également les mots qui sont similaires entre deux messages. Donc tout ça trié. L'équation, je ne la commande pas ici, éventuellement s'il y a des questions, on pourra en discuter off. Donc cette similarité lexicale, elle nous permet de trouver des liens sémantiques entre les gens. Typiquement, là, vous avez la communauté, cette communauté-là partage cet ensemble de mots. Cette personne-là est dans deux communautés puisqu'elle partage aussi le même ensemble de mots que cette communauté-là. Et vous avez une troisième communauté là, qui se mélange un petit peu avec celle-ci. Donc ici, on aura des termes intermédiaires, des thématiques intermédiaires, et là, des thématiques spécifiques de chaque côté. Alors, si on peut ranker tous ces liens sociaux, entre le vocabulaire, ça va nous permettre de détecter des individus ou des thèmes prépondérants. Ici, par exemple, on voit la taille des arcs qui indique l'importance, la similarité entre utilisateurs ici par rapport à la communauté principale ou au thème principal. Donc ici, on voit des leaders en rouge sur ces thématiques et ici, des gens qui sont plutôt suiveurs. Le problème, c'est que quand on fait ça, et si on n'élimine pas le bruit, ben, on se retrouve avec ce genre de choses, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des liens bien définis, comme je viens de le montrer juste avant, on se retrouve avec des liens quasiment sur tous les items et d'un réseau qui a plus la forme d'une clique, donc qui est très bruité lui aussi. Et au niveau de la séparation, on se retrouve également avec tous les liens ont à peu près la même valeur. Donc on va débruiter ça. Et pour débruiter ça, on se base sur des référentiels lexicaux qui correspondent à la langue sur laquelle on travaille. Ici, c'est majoritairement du français. Et on va peupler donc à partir de ce référentiel lexical une liste de mots bruits qui est ici. Et donc
à partir de l'indexation du corpus, chaque entrée de l'index va être comparée au lexique, évacuée si elle n'en fait pas partie. Là, on a 550 000 mots, hein, il y a toutes les conjugaisons, les formes, les inflexions grammaticales, etc. Plus derrière, on a des words breakers qui nous permettent aussi de traiter les inflexions grammaticales au niveau du search et non pas au niveau de l'index. Et là, on va aussi garder une liste d'expressions expertes. Alors, les expressions expertes, ce sont typiquement dans les SMS, vous avez beaucoup de smileys, etc. Donc, on va les extraire et les répertorier dans un dictionnaire, entre guillemets, du domaine. Et quand ça passe les deux, quand c'est dans l'un ou dans l'autre, on garde le mot, sinon ça s'envoie dans la liste de mots bruits. J'ai un petit retour sur les basses, si vous pouvez le supprimer, merci. Donc, oui, pardon. Donc, une fois qu'on a cette liste de mots bruits, on peut aussi améliorer l'indexation en fournissant des équivalences sémantiques à partir notamment c'est un exemple, mais ça peut être fait d'une autre manière. Donc, on construit un thésaurus où on prend chaque entrée de l'index et quand on a des entrées type abdo, pas forcément bien, enfin, c'est des expressions familières, on va pouvoir aussi les récupérer par abdomen ici, simplement par exemple en utilisant Google Suggest. Si vous tapez abdo, la première importante c'est abdomen et abdominaux, abdominal. Donc là, vous pouvez rentrer ces correspondances-là dans un thésaurus et ensuite le système va vous permettre de, si vous tapez abdo, retrouver tous les SMS qui contiennent abdominal ou abdominaux. Une fois qu'on a cet index, avec ces deux moyens, on peut réindexer. Là, on nettoie l'index et du coup, j'ai plus de. Oui. Bon, j'ai plus de. Bon, bref. Bon, on peut réindexer, du coup, obtenir un index propre, et là-dessus, on va pouvoir faire du semantic search à partir de cet index et des algorithmes de search. On va créer une métrique là-dessus parce que, en gros, on n'était pas assez précis et avec pas mal de distorsion et une séparation un peu faible sur la métrique de base que j'ai exprimée tout à l'heure, là, le BM25. Donc, on crée des métriques supplémentaires où on va utiliser les sommes de rank d'un couple de termes concurrents indexés selon les messages, et des moyennes des sommes de ces ranks par couple, et c'est beaucoup par co-occurrence. Donc, tout le traitement fonctionne par co-occurrence. En fait, dès qu'on trouve des termes co-occurrents, on va leur donner un rang supérieur en fonction de leur rareté dans l'ensemble du corpus et dans leur présence dans les messages au sein d'un même message et du nombre de mêmes messages dans lesquels ils sont co-occurrents. Je ne détaillerai pas plus la mesure en question. Bon, en gros, on arrive à mettre, avec cette approche, on arrive à avoir une bonne séparation des termes avec différentes valeurs sur les termes co-occurrents qui vont nous permettre de valuer à la fois les nœuds et les arcs du graphe social qu'on a présenté un petit peu au début. Donc ici, on fait bien de la fouille sémantique de liens sociaux à travers le vocabulaire. Et ici, par exemple, vous avez la relation entre un mot-clé. J'ai toujours pas de. Bon, ici, donc la relation entre un mot-clé et un identifiant de téléphone, ici l'identifiant. Et pour ce terme-là, le petit smiley, on voit à quel point on voit le ranking de ce terme-là pour chaque identifiant utilisateur. Identifiant sender. Et ici, également, le ranking de chaque combinaison de paires de mots. Donc, à partir de ce ranking sur les arcs, on le propage sur les nœuds. En gros, c'est ce que ça explique ici. Donc, chaque arc et chaque nœud a une valeur no-link. Et pour regarder un petit peu comment se comporte la variable no-link, et plutôt là ici c'est le AVG-rank, parce que bon, no-link est construit à partir d'AVG-rank. On retrouve une distribution très linéaire avec enfin au niveau des valeurs de la métrique, on a une distribution assez régulière, et au niveau de la distribution dans les graphes, ici on a une longue traîne. Donc on va s'intéresser à cette longue traîne justement dans la figure de droite 3. On voit que sur la queue de la distribution, donc les mots qui
qui apparaissent moins de 100 fois, enfin, dont la valeur average a moins de 100 occurrences dans l'ensemble du corpus traité, présente des valeurs qui sont non corrélées à la distribution des valeurs de la métrique. Donc on est sur un système qui n'a a priori pas de biais. Et on va essayer de retrouver ce qu'on disait, qui et qui, enfin qui envoie à qui, donc grâce à cette distribution-là, en prenant évidemment à chaque fois, pour retrouver un message, les liens les plus forts entre les personnes via les mots qu'ils partagent, ainsi qu'on l'a vu avec les communautés. Il y a une question là qui se pose, puisqu'on en a fait tout ça, est-ce qu'on ne peut pas justement se servir de cette approche-là pour travailler uniquement sur les termes et voir si on ne peut pas en tirer des ontologies? Donc si certains travaillent un petit peu sur le domaine d'extraction de connaissances, les ontologies sont des systèmes de ce type-là où on définit par des graphes conceptuels les relations sémantiques qui existent entre les objets, entre les choses de la vie. Et on va, à partir de là, pouvoir inférer du raisonnement pour fournir de l'intelligence artificielle à quelque système que ce soit. Le problème, c'est que ces ontologies, ça met toujours très longtemps à construire. Personne n'est jamais d'accord sur leur sens, parce qu'entre une communauté d'experts et une autre, il y a toujours pas forcément consensus, et donc on se retrouve toujours avec des domaines très très ciblés pour obtenir un consensus. Dès qu'on veut élargir, c'est plus possible. Et donc, il faut en plus, ça évolue, donc il faut les maintenir, etc. Et à l'heure actuelle, il y a une rentabilité économique qui est relativement faible sur la construction d'ontologies, bien que le sujet soit intéressant, ça ne concerne en termes d'application concrète quasiment que le secteur médical et quelques niches très particulières. Donc l'intérêt serait évidemment de construire automatiquement de l'ontologie pour une application, pour un domaine, à chaque fois qu'on en a besoin. Et donc la construire dynamiquement à partir d'un corpus, ça représente forcément un enjeu important. On peut également parler de mind mapping, mind mining avec tout ça. Donc on va essayer d'aborder ce sujet-là secondaire, puisque si on regarde, si on prend l'arbre recouvrant des termes les plus rares, ici, par rapport à cette image-là, on obtient donc, en gros ici c'est le vert, là c'est tous les arcs. Et si on ne prend que les arcs les plus forts, on obtient ce genre de choses. Bon, on se dit a priori, aucune organisation là-dedans, sauf que si on le respatialise, c'est exactement les mêmes arcs, mais là on va juste respatialiser. Voilà, c'est bien le même graphe ici que vous voyez, c'est juste l'organisation dans l'espace qui est différente, et on s'aperçoit que là, oui, du coup, il y a quand même quelque chose qui a l'air de ressembler à une ontologie, quoi, au moins une bribe d'ontologie. D'où la question, est-ce que c'est rationnel ou pas, le discours l'être humain, la pensée et le discours qui dénote la pensée finalement. Donc on a bien une cartographie de connaissances qui est plus ou moins organisée à travers ce discours des foules, et si on regarde, parce qu'on est quelque part dans un peu l'analyse du discours des foules, donc ici si on regarde à partir des termes les plus communs, on voit que dans ce corpus, dans ce cas précis, c'est juste une petite étude de 3 mois sur un secteur géographique assez restreint, l'étude montre qu'on a quand même quelque chose d'assez bien cerné autour du soir notamment. Le terme le plus relevant là-dedans, enfin le plus pertinent pour cette communauté, c'est le terme soir, d'après les métriques qu'on a définies. Alors peut-être parce qu'il parle beaucoup le soir, on pourra en discuter après. Alors encore une fois, ce n'est en fait pas une généralité, c'est juste cette population-là qui a participé à l'étude sur la base du volontariat, et pour info, il y avait une majorité, il y avait une grande partie d'étudiants de l'université de Montpellier, puisqu'ils étaient les premiers touchés par l'appel à volontariat. Mais il n'y a pas que, ça a pu se propager de façon un peu virale. Il n'y a que 400 utilisateurs, je le rappelle, donc c'est pas non plus... Mais bon, c'est intéressant de voir ce qu'on peut en traiter. Donc, si on regarde ici, avec ces 520 liens là qu'on obtient à partir de nos métriques, on trouve déjà des leaders de communauté dans cette communauté. Ici, là, les 2 petits ronds que vous voyez. Et donc, si on applique une méthode de clustering, on obtient à droite ce que vous voyez en bas à droite, sur lequel je vais zoomer. Donc, à partir de ça, on obtient ça.
Et la communauté la plus importante ici, elle a 43 utilisateurs qui sont des émetteurs et environ 4400 liens. Il y avait 14 communautés à peu près sur un clustering type Blondel 2008 qui est en haut, là, vous pouvez trouver la référence sur le net. Et on a évidemment, en suivant les chemins par rapport à leur rang, suivant l'équation sender, mot sender, on obtient une relation ici qui est sender, mot utilisateur, enfin récepteur et réciproquement, avec des liens plus ou moins forts. Alors on peut trouver des paires comme ça de sender-user grâce en suivant la convergence sémantique qui est exprimée par la métrique NoLinks sur la structure graphique, mais aussi on peut utiliser des mesures traditionnelles d'analyse des réseaux sociaux comme l'intermédiarité d'arc et puis d'autres méthodes plus traditionnelles comme les forêts d'arbres aléatoires par exemple, avec un boosting gradient pour ceux à qui ça parle. Mais ce qu'il y a d'intéressant après, au-delà des techniques employées, c'est quand même de voir qu'ici, finalement, dans cette communauté, on a ces deux gros leaders qui influencent beaucoup sur le discours de cette communauté. Alors ici, ce sont les termes, le vocabulaire partagé qui caractérise cette communauté-là. Et ici, donc ces leaders, et en jaune, là, quand vous avez des arcs un peu plus jaunes, et désolé, le gradient de couleur est pas très bien optimisé. En gros, plus c'est vert, moins c'est un poids fort, sémantique, plus ça tend vers le jaune-orange, plus c'est un poids important. Donc on voit que le vocabulaire principal qui est prégnant dans cette communauté, il est bien poussé par ces deux leaders de communauté, mais on voit aussi qu'ils partagent aussi, ces deux leaders, un vocabulaire qui ne veulent a priori pas communiquer avec le reste de la communauté. Alors quel est ce vocabulaire? Évidemment, là, tout ça est étiqueté, donc on peut zoomer dedans et aller voir ce qui se passe. Je vous passerai les détails, mais on pourra en parler. Des choses assez surprenantes qui pourraient porter atteinte à la vie privée, on va dire. Donc finalement, premier objectif, on a vu, on arrive bien à retrouver de manière assez certaine les liaisons par le vocabulaire qui peuvent exister là, entre sender et user, et réciproquement d'ailleurs. Et on voit aussi qu'il y a des caractéristiques, des particularités auxquelles on ne s'attendait pas forcément, duquel on peut déduire des comportements sociaux. Et enfin, l'autre question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut créer à partir de ça des ontologies? Parce que le but initial était un peu acquis, on va dire. Maintenant, on découvre qu'on peut peut-être voir autre chose finalement de plus intéressant que ce qu'on cherchait à l'origine. Et ici, ce zoom là sur une partie, alors là, si on a filtré sur les no-link, les arcs no-link les plus fréquents, le top 1 des valeurs no-link dans les termes fréquents du sous-graphe qu'on vient de montrer avant. Et ici, on voit le terme soir qui ressort, bien sûr, puisque lui, il va ressortir dans pas mal de cas. Et autour de ça, on pourrait peut-être, évidemment, on voit bien que c'est pas une ontologie, ça ressemble plus presque à un réseau, enfin une dendrite ou d'un réseau de neurones, enfin, sans faire d'amalgame, évidemment. Enfin, c'est une représentation des parts of speech, donc des termes du vocabulaire qu'il y a dans ce discours de cette foule. Et si on l'étudie d'un petit peu plus près, on voit qu'il y a des ramifications, notamment là, les principales ramifications, c'est pour ça que j'ai pris ce bout-là, parce qu'il était assez intéressant. Ici, vous avez un lien fort aussi, le terme rouge, là, je vais plutôt m'intéresser sur cette première partie, parce que on voit que les relations ne sont pas forcément celles qu'on attend dans une ontologie. Quand on parle dans une ontologie, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? Le terme soir, on va plutôt avoir tendance, de manière rationnelle, à dire c'est associé à la nuit, à dormir, enfin à des choses qui viennent plutôt de l'aspect rationnel pour définir du raisonnement. En réalité, si on va au fond de ce qui se dit, si on extrait la quintessence de la sémantique par les moyens que j'ai exprimés là, d'un discours du discours de cette foule, on s'aperçoit que les centres d'intérêt, les liens forts dans la pensée reflétée par ce discours,
c'est pas du tout une pensée rationnelle, c'est une pensée émotionnelle dans laquelle le soir c'est lié d'abord au charme, à la peine, aux blagues, à des choses comme ça, et aussi au sapin. Et après vérification, le sapin, 15, qu'est-ce que ça fait là? Eh oui, je me suis aperçu qu'effectivement la période de récolte s'était approchée, c'était le dernier trimestre de l'année, quoi. Bon, il n'y a pas le terme Noël d'ailleurs, mais bon, il est bien sous-entendu. Là aussi, on est bien dans l'extraction de connaissances avec de l'observation et de l'implicite. Là encore, l'être humain fait le travail, bien sûr, mais c'est souvent le cas, même en deep learning, c'est d'abord l'être humain qui étiquette les images pour dire ah ben ça c'est un mot, ça c'est une tour, ça c'est une fleur. Et après, la machine ne fait que répéter bêtement. Ici, là aussi, on est un peu dans le sens inverse, c'est la machine qui approche les choses et à l'être humain d'en déduire le sens. C'est du deep human learning, on va dire. Et donc, voilà, donc on peut parler finalement, par ce biais-là, d'intelligence émotionnelle et d'analyse des sentiments, avec derrière des perspectives et des questions qui vont aller, est-ce qu'on peut expérimenter ça sur une foule plus importante, en termes de big data, la scalabilité de tout ça, est-ce que ça va pouvoir se faire? On peut étendre nos links comme une ouverture vers une branche de recherche qui serait Deep Social Learning sur l'aspect sentimental analysis et passer de l'intelligence artificielle à l'intelligence émotionnelle, artificielle également. Et à parler également de ces applications transdisciplinaires. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait ça pour faire de l'ontologie building? Du coup, les raisonnements qu'on obtiendrait à partir de là, ils donneraient quoi en applicatif? Est-ce qu'on peut utiliser ça pour de la psychologie sociale, pour des neurosciences, pour du neuromarketing? Ça, c'est des questions qui se posent. Et, si vous voulez plus de détails, tout ce que je vous ai présenté a été présenté à San Francisco en 2016 lors de la conférence à Sonam, plus exactement dans le cadre d'un atelier sur la cybercriminalité et la surveillance. Voilà, je vous remercie de votre attention.